Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ministres, chers collègues, je veux en préambule affirmer mon soutien total et indéfectible aux éleveurs frappés par la DNC, comme l'ont fait les 200 élus rassemblés lundi à Foix. Nous avons tous été profondément choqués par des scènes où les forces de l'ordre se retrouvaient face à des agriculteurs éprouvés, inquiets et à bout. Vous êtes venue à Toulouse, Madame la Ministre, pour répondre à ce malaise, mais cette réunion n'a pas satisfait la profession et a généré de nouvelles mobilisations. Vous avez annoncé la création d'une cellule de dialogue scientifique. Est-ce que dans ce cadre, les propositions des chambres d'agriculture de la Haute-Garonne, de l'Ariège, des syndicats pourront être étudiées sans, bien sûr, jamais remettre en cause l'expertise scientifique? Vous avez répondu hier à une demande forte des éleveurs en intensifiant la vaccination. C'est en effet un des leviers essentiels et je veux saluer l'engagement des vétérinaires pleinement mobilisés. Mais Madame la Ministre, des aides financières ont été annoncées pour les éleveurs dont les troupeaux ont été abattus. Dans quel délai ces règlements seront-ils effectués? Mais quelles aides pour tous les autres, ceux qui ne pourront ni commercialiser, ni exporter leur bétail, ni éviter les coûts supplémentaires de contention et d'alimentation? Madame la Ministre, nous le savons, les crises sanitaires vont continuer. Quelle politique structurée, quelles mesures retenez-vous pour soutenir tous nos éleveurs et permettre de poursuivre leur activité et de vivre dignement? Et alors que la tension dans les territoires est nourrie par les inquiétudes du Mercosur et de la PAC, quelle réponse concrète apporterez-vous à la détresse réelle et profonde du monde paysan? Monsieur le sénateur Jean-Jacques Michaud, vous êtes sénateur de l'Ariège, c'est une terre qui connaît aujourd'hui la dermatose nodulaire contagieuse qui est éprouvée par l'arrivée de cette maladie. Je voudrais répondre à la première question que vous m'avez posée sur le délai de délivrance des indemnisations. Les 2 premiers éleveurs qui ont été touchés par cette maladie ont déjà perçu l'acompte. J'ai tenu à ce que les acomptes puissent être délivrés dans les jours qui suivent la perte de leur troupeau. C'est très important. Ça ne remplace pas. Il y a la douleur d'avoir perdu son cheptel. Cette douleur-là, elle est profonde. Et je veux dire à quel point, moi qui viens d'une région d'élevage, je comprends le drame personnel pour l'éleveur, pour sa famille, pour la communauté villageoise, de ce que représente la perte de son cheptel. Mais il nous faut l'indemniser. Indemniser les pertes des bovins, indemniser les pertes d'exploitation, indemniser la désinfection des bâtiments d'élevage et puis aider tous les autres autour avec ce fonds d'urgence. Quant à la cellule de dialogue scientifique, c'est la proposition que j'ai faite à la suite de ma venue à Toulouse l'autre jour. Le gouvernement va faire un pas de côté et va mettre autour de la table des représentants du monde de l'élevage, de la partie de l'Occitanie qui est touchée, des personnalités représentatives choisies par la présidente de région et par le préfet de région. Et puis, autour de la table, des experts reconnus en matière de santé animale afin que ce protocole maison, si je puis dire, le protocole ariégeois, puisse être examiné, discuté avec ceux qui ont un avis autorisé pour le faire en ayant, comme vous l'avez dit, en responsabilité, et je vous en remercie, en ayant en perspective toujours la sécurité sanitaire, parce que ce qui est en jeu, c'est la protection de l'élevage contre cette maladie redoutablement contagieuse et mortelle. Et donc, voilà, c'est une instance de dialogue, d'échange entre scientifiques et professionnels. J'en attends beaucoup. Ma question s'adresse au ministre de la Fonction publique. Il s'agit du nouveau régime des congés maladie des fonctionnaires et contractuels de l'État dans les Outre-mer. Le 27 juin 2024, vos prédécesseurs ont publié à la veille de l'été un décret réformant le régime de prise en charge de ces congés. Positive vue d'ici en Hexagone, sa déclinaison outre-mer est une véritable catastrophe. En incluant la prime de vie chère dans le régime indemnitaire, vous créez un énorme préjudice financier et peut-être des drames humains à des milliers de fonctionnaires qui vont perdre de 67 à 100% de leurs primes. De surcroît, ce décret prévoit une application rétroactive sur plus d'une année avec saisie sur salaire à compter du 1er janvier 2026.
malades, souffrant de pathologies graves et lourdes, tels les cancers très prévalents dans nos territoires, privés d'une partie importante de leur rémunération, ces fonctionnaires resteront pourtant sur place à subir l'obsédante question de la vie chère. Cette réforme, Monsieur le ministre, est en fait un outil de régulation budgétaire et, à mes yeux, assez cynique et amoral. Je vous propose de désamorcer cette bombe sociale qui couvre en révisant le décret, en excluant du régime indemnitaire la majoration de vie chère au même titre que l'indemnité de résidence et le supplément familial de traitement. J'ai dit. Monsieur le sénateur Victorin Lurel, je voudrais rappeler ce qui s'est passé effectivement ces derniers mois et peut-être aussi ajouter des éléments à ce que vous avez dit dans votre question. Depuis l'accord qui a été signé en octobre 2023, signé par 6 des 7 organisations syndicales représentatives et qui a été traduit par un décret en juin 2024, on a apporté des garanties supplémentaires pour les congés maladie de longue durée. Parce que, vous le savez, monsieur le ministre, avant cet accord, les agents de l'État ne pouvaient pas, depuis un jugement du Conseil d'État de 2011, bénéficier de la majoration dans le cadre des congés maladie de longue durée, étaient exposés à des risques de récupération d'ailleurs en cas d'indus. Ce que cet accord a permis, c'est d'avoir un maintien de la majoration dans les congés maladie de longue durée, 33% la première année, 60% les deuxième et troisième années, c'était des garanties supplémentaires. Il y a eu également des travaux qui ont été mis en place pour la protection sociale complémentaire. Je parlais là des agents de l'État. Pour les agents de l'État également, ces travaux sur la protection sociale complémentaire se déploient ministère par ministère et permettent d'apporter une protection supplémentaire, y compris pour l'indemnisation des congés maladie ordinaires de courte durée. Cet accord est en cours de déploiement. On a eu d'ailleurs dans votre Assemblée, en Outre-mer comme ailleurs, de nombreux échanges sur la question. Il y a également la question de la fonction publique territoriale en Outre-mer et je salue le vote qui a été fait par votre Assemblée, qui a été voté conforme à l'Assemblée nationale pour l'extension de la protection sociale complémentaire en matière de prévoyance. Et donc ce que je vous propose, monsieur le ministre, c'est que nous puissions continuer à échanger sur cette question avec ma collègue Naïma Mouchou. Nous sommes à votre disposition. Monsieur le ministre, j'ai dit, mais vous n'avez pas entendu. L'accord qui a été signé par les centrales nationales qui ont totalement oublié les Outre-mer. Cette question se voulait pourtant anticipatrice pour éviter la fronde sociale qui est déjà en cours et qui ne va pas manquer de s'intensifier. Je vous invite, moi, à faire venir une délégation de syndicalistes et de parlementaires en vos bureaux et je pense que les écailles vous tomberont des yeux et vous vivrez peut-être une véritable épiphanie. Ma question s'adresse à Madame la ministre de la Santé. J'aurais aimé vraiment rajouter et de la protection de l'enfance, puisque je vais vous parler protection de l'enfance. 20 000 enfants de moins de 5 ans bénéficient chaque année d'une première mesure de protection. Plus de 600 enfants de 0 à 2 ans, des bébés, ont été accueillis car ils ont subi des violences sexuelles cette année. 2 bébés par jour. Ce chiffre, sans doute sous-estimé, est effroyable et les conséquences de ces violences catastrophiques. Les violences et négligences graves ont des conséquences irréversibles sur le développement des tout-petits. Mais la protection de l'enfance peut être efficace, c'est une bonne nouvelle, à condition d'intervenir suffisamment tôt pour que les dégâts ne soient pas irrémédiables. Et c'est cela que porte le programme Pégase, expérimenté dans 6 régions et 13 départements. Et je veux le dire à mes collègues des Bouches-du-Rhône, du Pas-de-Calais, du Bas-Rhin, du Haut-Rhin, du Maine-et-Loire, de Savoie, de Vendée, du Gard, des Ardennes et d'autres départements dans lesquels ce programme est déployé, qu'avec des soins adaptés, ces tout-petits de vos départements en grand danger retrouvent leur capacité et un développement normal. Enfin, une bonne nouvelle. Mais en réalité, une menace plane. Et parce que, Madame la ministre, vous travaillez actuellement à la rédaction de l'arrêté de généralisation, je veux vous dire que ce qui semble se préparer, c'est un parcours low cost. Pour ces enfants, il n'est pas envisageable de vider le programme Pégase de sa substance. Madame la ministre, pouvez-vous nous assurer ici que vous allez veiller à ce que cette expérimentation qui a fait ses preuves sur un public ultra vulnérable soit généralisée avec la même qualité, les mêmes moyens et la même exigence? Madame la sénatrice, d'abord, permettez-moi de remercier les 130 000 professionnels qui œuvrent chaque jour aux côtés des enfants qui sont remis à la protection de l'enfance. Et puis acter avec vous que collectivement, effectivement aujourd'hui, nous ne sommes pas encore
à la hauteur des enjeux pour répondre correctement aux besoins de ces enfants. Nous savons que 400 000 enfants relevant de la protection de l'enfance sont encore nombreux à subir des délais d'attente pour l'application des placements et aussi des retards et des difficultés de scolarisation. Nous savons aussi, et vous l'avez pointé, que nous avons de nombreux défis pour répondre aux problématiques de santé, notamment de santé mentale de ces enfants, et que beaucoup de ces enfants restent encore trop souvent victimes du proxénétisme. Et donc les défis sont majeurs, ils sont très nombreux. Et je veux vous redire ici l'engagement total de la ministre Rist et de l'ensemble du gouvernement pour avancer avec détermination sur la protection de l'enfance. Le budget 2026, Madame la sénatrice, rend compte de la priorité du gouvernement sur cet enjeu avec une hausse de 55 millions d'euros. Et dès 2026, le parcours coordonné de soins pour les enfants et les jeunes protégés sera mis en place pour renforcer la prise en charge de santé, notamment en santé mentale. Et évidemment, l'objectif est bien de garantir la qualité de ce parcours. Pour autant, nous savons aussi qu'il faut avoir des efforts beaucoup plus structurels. C'est l'ensemble de la politique de protection de l'enfance qui doit être retravaillée structurellement. Et c'est pourquoi les ministres Rist et Darmanin ont annoncé un futur projet de loi dédié à la question de la protection de l'enfance dans une stratégie de refondation de cette politique publique. Son objectif est clair, replacer le parcours de vie de l'enfant au cœur de notre système. La ministre Rist va d'ailleurs réunir au début de l'année 2026 un comité de pilotage dédié qui associera les parlementaires et vous-même, Madame la sénatrice. Madame la ministre, ce n'était pas un grand exposé sur la protection de l'enfance. Ma question, elle est simple. Il y a un programme Pégase qui est expérimenté dans 6 régions, 13 départements. Il a fait ses preuves. Il a aidé plus de 1000 enfants qui sortent beaucoup mieux et qui peuvent reprendre le cours de leur vie. Il doit être généralisé. Aujourd'hui, votre ministère travaille à une généralisation au rabais. La question, c'est est-ce que vous allez généraliser Pégase comme il a été conçu avec les mêmes exigences ?